Je crois que nous avons négligé la Russie de Yeltsin dans les années 90. Je pense que c'est la Russie que l'Amérique désire. Et je pense que c'est la Russie que l'Amérique tente d'établir à travers cette guerre par procuration. Alors, à quoi ressemblait cette Russie? Si vous vous en souvenez, c'était la Russie où presque tous les étudiants diplômés fuyaient les études russes. Cela s'est produit parce que leurs conseillers leur disaient que la Russie n'était plus significative. Ils la décrivaient comme un État totalement démocratique, corrompu, kleptocrate et mafieux. Ils disaient qu'elle n'était pas importante sur la scène mondiale et ne le serait pas pendant longtemps. Ils la dépeignaient comme totalement incompétente. Ils étaient nos amis, mais des amis dans le sens où ils savaient qu'ils avaient besoin de nous, les Américains. Les Russes avaient besoin des Américains. Ils avaient besoin de notre argent et de notre aide. Et ils suivraient nos instructions. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Je suis de retour avec le docteur Matthew Croston. Maintenant, je vais présenter la deuxième partie de l'interview que nous avons réalisée hier. Dans cette partie, le docteur Croston tente de comprendre quel pourrait être l'objectif des États-Unis dans la guerre par procuration en cours en Ukraine. Encore une fois, le sujet original concerne le fait d'être une force d'invasion. Il est clair que ce petit pays, situé juste à l'ouest de la Russie, bénéficie d'un fort soutien des États-Unis, de l'OTAN et de nombreux pays d'Europe occidentale. Il trouve déplaisant de considérer toute négociation qui pourrait entraîner une perte supplémentaire de territoire ukrainien. Pourquoi cela? Parce que la Russie a envahi et elle est responsable. Par conséquent, elle devrait être punie. Nous discutons de ces aspects. L'autre jour, j'ai eu une conversation avec quelqu'un. Ils ont mentionné quelque chose que je n'avais jamais vraiment considéré auparavant. À un moment donné, ils ont secoué la tête et ont dit « C'est tellement surréaliste, ça semble presque faux. » J'ai répondu « Eh bien, des gens meurent dans cette destruction, alors comment cela peut-il être faux ?» Ils ont précisé « Non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas penser à une guerre, surtout pas à l'ère moderne, où le président du pays envahi entreprend une tournée médiatique étrange et gênante à travers le monde. Il serre la main du Premier ministre du Royaume-Uni et même s'adresse au Congrès aux États-Unis. Tout cela pendant que son pays se défend activement dans une guerre contre la Russie. Et puis, considérez ce que j'ai trouvé amusant il y a quelques semaines lorsque Biden a effectué sa visite secrète à Kiev. La visite courageuse. Il y a deux choses à prendre en compte. Quand avons-nous vu pour la dernière fois un président des États-Unis en exercice apparaître soudainement dans un pays qui est supposément envahi, en secret et sans beaucoup de publicité? La réponse est Yalta. En Crimée, 1945. Mais cela m'a stupéfait de découvrir plus tard que ce point était surréaliste. De nombreuses personnes ne l'ont pas signalé aux États-Unis. Cela était probablement dû au fait que cela contredisait le récit du courageux leader que possèdent les États-Unis. Ce leader a pris un risque pour montrer sa camaraderie et sa collégialité avec l'Ukraine. Les États-Unis ont communiqué sur le voyage au Kremlin. C'est comme si tu avais dit à l'ennemi. The United States communicated to the Kremlin that this flight will be happening. This is where it will go. It's going to land in Kiev. It is President Biden. And it's like, so you told the enemy exactly where the leader of the free world... Exactement où va et sera le leader du monde libre. Mais pourquoi ont-ils fait cela? Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient que la Russie comprenne et respecte le souhait de Biden de rendre visite à Zelensky. Et ils l'ont permis. Mais alors, que feront les Russes? Vont-ils abattre Air Force One et tuer le président des États-Unis, déclenchant ainsi une guerre nucléaire? Bien sûr que non. Cependant, il s'agit toujours d'une question de retenue. C'est de la retenue. C'est une contrainte non capitalisée. C'est pourquoi je crois maintenant qu'il est tout à fait clair que nous sommes revenus au XIXe siècle. À cette époque, la guerre était considérée comme une extension de la politique par d'autres moyens. Nous menons ici une politique en causant des morts des deux côtés. Nous sommes revenus à cet état. Cela est principalement dû au Kremlin, ou plutôt à Moscou, qui communique toujours avec Washington. Cependant, ils ne satisfont pas les désirs de l'autre. Au lieu de cela, ils se battent. Cette situation est vraiment terrible.
There's a cynical part of me. I have to say, there's a cynical part of me that is almost. Il y a une partie cynique en moi. Je dois admettre que je ne serais pas surpris si, dans 50 ans, lorsque les documents et communications classifiés seront déclassifiés, nous découvrions des conversations en cours entre Washington et le Kremlin. Ils pourraient admettre qu'ils savent que la Russie va gagner quelques territoires supplémentaires en Ukraine. Mais ils ont quelque peu perdu le contrôle de Zelensky. Il est maintenant une star médiatique mondiale et il ne se taira pas. Il refuse de considérer la négociation car il croit vraiment pouvoir vaincre physiquement la Russie et les surpasser avec notre aide. Si les Américains disent la vérité, ils pourraient également admettre que, tant que la situation ne s'aggrave pas davantage, ils ont réellement apprécié l'année écoulée. Ils ont pu nuire aux Russes sans subir de conséquences. C'est très cynique. Juste pour que tout le monde comprenne, Matthew le dit de la manière la plus cynique possible. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne le cynisme? Il y a seulement quelques semaines, j'ai lu un article ou une interview avec un général. Je crois qu'il s'appelle Ben Hodges, mais je pourrais me tromper sur son prénom. Le général Hodges est un ancien commandant des forces américaines en Europe. Il discutait de la possibilité d'un effondrement total de la Russie. On pouvait presque sentir son enthousiasme dans ses paroles. Il ne semblait pas penser que ce serait une chose terrible. Cependant, un tel événement pourrait causer le chaos à l'échelle mondiale. Il pourrait avoir des effets considérables dans de nombreux domaines différents. Mais cela semblait presque, ce serait génial. Ce serait merveilleux. Nous voulons cela. Et je me suis demandé, dans quel autre pays sommes-nous? Nous n'avons pas réagi de cette manière. Nous avons quitté l'Afghanistan après 20 ans, et en l'espace d'une semaine, les talibans ont repris le pouvoir. Au lieu de le considérer comme notre défaite, de nombreux analystes ont suggéré qu'une forme de gouvernance en Afghanistan est préférable à une anarchie totale. Ils ont argumenté que si nous n'autorisions pas les talibans à prendre le contrôle et que nous partions, le pays sombrerait dans le chaos total. Donc, c'est une mauvaise chose. Cependant, il semble acceptable de laisser les 125 à 130 millions de personnes de Russie s'effondrer. C'est notre situation actuelle. Lorsque vous demandez aux Russes la source de leur cynisme ou de leur prétendue théorie du complot, leur réponse découle souvent de commentaires comme ceci. Ils entendent quelqu'un qu'ils respectent profondément, comme le général Hodges, discuter ouvertement du fait qu'un effondrement total de la Russie ne serait pas si grave. Ils semblent même l'attendre avec impatience. Donc, il ne s'agit pas de protéger l'Ukraine. Il s'agit de garantir notre effondrement. Oui, c'est pourquoi je pense que les gens en Russie croient vraiment qu'ils sont confrontés à une menace sérieuse. Ils pensent que si l'occasion se présente, l'Occident, avec toute son hostilité, souhaiterait du mal à la Russie. Right, and I remember there was a point in our conversation a year ago where I talked about how D'accord, je me souviens d'un point de notre conversation il y a un an. J'ai parlé de la frustration ressentie par l'armée russe, les diplomates et les agents du renseignement. Ils comprennent si les États-Unis ne veulent pas être amis avec eux. Ils savent qu'il y a beaucoup de dommages émotionnels entre les États-Unis et la Fédération de Russie en raison de la guerre froide. Ils ne s'attendent pas à devenir les meilleurs amis. Ils comprennent, mais ils soulignent également qu'il y a un pays voisin, la Chine. Les États-Unis ne s'entendent pas toujours avec la Chine. Ils ne sont pas d'accord avec tout ce que fait la Chine et ils ne partagent pas tous les intérêts de la Chine. Cependant, les États-Unis travaillent toujours avec la Chine sur de nombreuses questions où il y a des intérêts communs et des opportunités de collaboration. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement nous traiter de la même manière? En 2021, le secrétaire d'État Blinken a fait une déclaration sur la Chine devant un public international. Il a dit « Notre relation avec la Chine sera compétitive quand cela sera nécessaire, collaborative quand c'est possible, et adversaire quand c'est nécessaire. » Cette seule phrase justifie tout ce que la Russie a toujours voulu des États-Unis au cours du XXIe siècle. Pourtant, nous n'avons même pas approché de proposer la même chose à la Russie. Au lieu de cela, nous déclarons ouvertement et sans y être invités que c'est notre approche envers la Chine. C'est ce qui frustre les Russes au plus haut point. Je me souviens que nous avons visité cet endroit il y a un an.
Je ne suis pas complètement certain si c'était la motivation, mais il y a définitivement quelque chose là-bas. Nous devrions également prendre en compte le facteur européen. À mon avis, rien n'a renforcé la relation transatlantique plus que cette confrontation avec la Russie. Je considère actuellement les pays européens comme des satellites du cœur des États-Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus la relation avec la Russie est devenue adversaire, plus les liens entre les satellites et le cœur des États-Unis se sont renforcés. Si nous examinons la situation actuelle, nous pouvons voir l'impact de ce conflit sur des choses comme le pipeline Nord Stream. Je pense qu'il faudrait être assez ignorant pour ne pas voir les signes. Il y a aussi l'histoire de Hirsch, que je trouve crédible. Cela a le plus de sens pour moi. Je m'excuse, mais je crois que c'est probablement la vérité qui finira par être révélée. Ce n'était pas une attaque contre des alliés. Voilà ma perspective. Eh bien, oui, mais c'est comme si votre carte ne coopérait pas avec vous. Oui, non, pas du tout. The Nord Stream pipeline detonation has actually been fascinating to me because I feel like I'm the only one in the United States. Il y a un rebondissement. L'explosion du pipeline Nord Stream m'a intrigué. J'ai l'impression d'être le seul aux États-Unis à me souvenir de quand cela s'est produit pour la première fois. Environ 3 semaines plus tard, les États-Unis ont publiquement admis que c'était essentiellement une opération des forces spéciales de la CIA. Maintenant, ils suggèrent que cela a probablement été réalisé par des spécialistes ukrainiens. Ce qui me fait sourire, c'est que les Russes semblent s'en moquer. Ils considèrent ces groupes comme faisant partie de la même équipe. Peu importe qui a spécifiquement posé les explosifs sous l'eau, que ce soit la CIA, l'armée américaine, les forces spéciales ukrainiennes ou même des agents polonais, cela n'a pas d'importance pour les Russes. Dans cette guerre, ils les voient tous comme étant les mêmes. For the Russians in the Russians in this war, that's all the same. Yeah, but even. Mais tu sais, même ainsi, nous en sommes toujours au même point. Nous vivons dans un monde où les Alliés détruisent les infrastructures critiques les uns des autres pour renforcer l'alliance. Cela ressemble beaucoup à ce que le pacte de Varsovie a fait lorsque l'un de ses membres avait une idée différente et essayait de se séparer. Cela s'est produit en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968. Ces alliances peuvent aussi être dangereuses pour elles-mêmes lorsque les membres ne veulent pas coopérer. Donc, si j'étais Viktor Orban en Hongrie, je serais assez inquiet. De plus, la Turquie doit faire attention à ses actions, même si elle est dans une position forte. What's most unfortunate to me in that, and because, listen, it's okay. Ce qui est le plus malheureux pour moi, c'est qu'il est acceptable d'être contre la Russie dans cette guerre. Cependant, ce que je méprise, c'est le manque d'analyse et de conversation de qualité. Tu viens de mentionner le gazoduc Nord Stream. Ce n'est pas seulement un acte pour nuire à la Russie. C'est un acte qui nuit en réalité à de nombreux pays importants d'Europe occidentale. Nous n'avons vraiment pas du tout cette conversation, ce qui est préjudiciable à tous. Moins nous avons de conversations de qualité, plus il est probable que le conflit perdure. Et c'est, je crois, ainsi que vous comprenez que l'Occident joue un rôle crucial dans la guerre. C'est parce que la propagande de guerre de notre côté influence également la population générale. Nous sommes dans la bulle de guerre et la mentalité de guerre, ce qui rend tout difficile à analyser. Vous l'avez également mentionné précédemment. Nous vivons à nouveau ce moment particulier, qui est courant dans chaque guerre. Les études universitaires ont montré qu'il y a des moments où les factions agressives aux États-Unis, à Moscou et en Ukraine collaborent pour créer le conflit qu'elles désirent. Tu sais, tout le monde veut se battre. Ils commencent à coopérer entre les nations pour différents objectifs, mais ils désirent la guerre, n'est-ce pas? Ils ont obtenu leur guerre et les opposants de chaque côté sont réprimés par leurs propres dirigeants car ils s'opposent au récit de guerre. Nous sommes à nouveau coincés dans cette situation où les mouvements pacifistes aux États-Unis, en Europe et en Russie sont réprimés par leurs propres médias. Pendant ce temps, les vatés en guerre travaillent ensemble pour prolonger la guerre et essayer d'atteindre une victoire finale.
any kind of grandiose statements like that always just make me shake my head because Les déclarations excessivement grandioses me font toujours secouer la tête. Je crois que nous savions tous les deux dès le départ qu'il était très peu probable qu'un camp remporte une victoire significative. Il était clair pour moi dès le premier jour qu'aucune victoire ne pouvait être qualifiée de grandiose. Donc, le fait que nous soyons au jour 385 ou 400 et que nous ne soyons toujours pas prêts à entamer de véritables négociations est surprenant. C'était toujours destiné à aller vers la négociation. C'était toujours la direction prévue. Plus nous retardons cela, plus de personnes meurent sans raison. Il est destiné à aboutir à un accord de neutralité pour ce territoire intermédiaire. Cela a été la solution évidente dès le départ, car tout le monde réalise la nécessité d'une zone tampon. Je ne peux pas comprendre pourquoi nous n'avons pas encore atteint ce point. Mon hypothèse actuelle est que nous avions un groupe de collaborateurs agressifs à travers les pays qui voulaient une guerre. La solution évidente pour mettre fin à cela est un accord de neutralité. Je suis tout à fait d'accord avec cela, mais je pense que c'est le seul domaine où les mauvaises performances et la préparation des forces militaires russes ont été surprenantes. Cela a pris tout le monde au dépourvu, y compris la hiérarchie militaire russe. Même les Américains, je pense, n'avaient pas anticipé une telle disparité de performance. Comme je l'ai dit, il est difficile de changer mon point de vue selon lequel les Américains pensaient initialement que ce conflit durerait environ 6 mois. Ils croyaient que cela finirait par s'épuiser car les Ukrainiens n'auraient plus rien avec quoi se battre. Ensuite, le plan était de se rendre à la table des négociations et d'essayer de résoudre la situation. Le fait que cela ne se soit pas produit nous a conduit à observer quelque chose après les 6 mois. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer une augmentation de ce qui ne peut être décrit que comme une soif de sang verbal. L'idée était que les Russes ne semblaient pas pressés de déclarer officiellement la guerre à l'Amérique. Cependant, ils ne demandaient pas non plus d'action internationale définitive pour arrêter l'aide mortelle qui affluait en Ukraine sur la scène mondiale. Donc, les Américains ont pensé, si les Russes ne vont pas essayer d'arrêter cela et qu'ils ne vont pas nous attaquer directement, nous continuerons simplement à tuer des Russes. Ils croyaient que cette stratégie était dans leur intérêt. Nous croyons que c'est notre. Et ce faisant, nous risquons de sacrifier tous les Ukrainiens. C'est comme ça, c'est pourquoi. Je comprends pourquoi les Ukrainiens veulent se battre, mais je ne peux pas comprendre pourquoi vous voudriez les motiver à faire cela au lieu d'essayer de parvenir à un accord réalisable. Parce qu'en fin de compte, les gens ont besoin d'un foyer, ils ont besoin de nourriture et ils ont besoin d'un endroit pour se reposer. Si vous pouvez fournir cela d'une manière ou d'une autre, vous créez un environnement plus humain. Les Ukrainiens sont pris dans un balancier depuis de nombreuses années maintenant, une sorte de manipulation politique. Un côté promet une chose, puis l'autre côté promet quelque chose de mieux. C'est un va-et-vient constant. Nous utilisons souvent une analogie pour décrire cette situation. Nous demandons, que veulent les Ukrainiens? Si nous sommes brutalement honnêtes, la réalité est que dans une guerre par procuration, les Ukrainiens sont le carburant. Ils sont l'essence, mais personne ne demande à l'essence où va la voiture. La voiture n'est pas conduite par l'essence. Donc, si vous voulez vraiment savoir où cela va ou comment cela va se terminer, vous devriez demander aux Américains. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas vraiment produit. Les Américains ont essayé de se distancer, en disant que ce n'est pas leur décision. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envahis. Oui, notre téléphone a été envahi. Oui, je comprends. Nous manquons probablement de temps. Mais je voulais mentionner quelque chose avant de finir. Cette pensée ne m'était jamais venue auparavant, mais elle m'est venue ce week-end dernier. Je me promenais quand cela m'a soudainement frappé. Je me suis mis à me demander, qu'est-ce que nous voulons vraiment? C'est quelque chose que les Russes ne savent vraiment pas. Si vous leur demandez, que pensez-vous que les Américains veulent? Si ce n'est pas, disons, l'effondrement total et la destruction de la Russie, enlevons ce scénario extrême de la discussion. Que pensez-vous qu'ils veulent? Ils n'ont jamais de réponse. Ils ne peuvent vraiment penser à rien.
Il m'est soudainement venu à l'esprit que peut-être j'avais tort dans mes écrits précédents. Je ne crois pas que nous aspirions à, ou même que nous regrettions, la guerre froide, même au sein du complexe militaro-industriel. Je ne pense pas que nous voulions voir Poutine en tant que Lénine, Staline ou Khrouchtchev, ce dernier étant connu pour frapper sa chaussure sur la table. Pour être totalement honnête, je ne pense même pas que nous voulions le voir en tant que Brejnev. Ce que je crois, c'est que nous regrettons la Russie des années 90, l'ère de Yeltsin. Nous regrettons ce vieil homme qui manquait de quelques doigts. Je pense que c'est la Russie que l'Amérique souhaite. Et je crois que c'est la Russie que l'Amérique essaie de recréer à travers cette guerre par procuration. Et qu'était-ce, la Russie? C'était la Russie, si vous vous en souvenez, que tous les étudiants diplômés ont presque collectivement abandonné les études russes. C'était parce que leurs conseillers leur disaient que la Russie n'était plus un acteur important. Ils la décrivaient comme un État complètement démocratique, corrompu, kleptocrate et mafieux. Ils disaient qu'elle n'était pas importante sur la scène mondiale et ne le serait pas pendant longtemps. Ils la décrivaient comme totalement incompétente. Ils disaient que la Russie était notre amie, mais une amie dans le sens où ils savaient qu'ils avaient besoin de nous, les Américains. Les Russes avaient besoin des Américains. Ils avaient besoin de notre argent. Ils avaient besoin de notre aide. Et ils feraient ce que nous leur dirions de faire. Cette perspective a presque été oubliée, je pense, surtout lorsque l'on considère comment les Russes voient les années 90 rétrospectivement. C'était la Russie que Poutine, par exemple, a héritée. Lorsqu'il a assumé la présidence le 1er janvier 2000, la Russie se trouvait dans un certain état. C'est à ce moment-là que Poutine a prononcé sa célèbre citation qui circule encore largement en Occident aujourd'hui. J'ai toujours soutenu que cette citation est grossièrement interprétée, ce qui conduit à une incompréhension de Poutine en tant que leader et stratège. Il a un jour déclaré que l'effondrement de l'Union soviétique était la plus grande erreur du XXe siècle. Beaucoup ont interprété ce commentaire comme une preuve qu'il souhaite être comme Staline et restaurer l'Union soviétique. Cependant, ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que les gens ne se souviennent pas ou n'ont jamais apprécié l'état de son pays lorsqu'il est devenu président. C'était tellement douloureux. Beaucoup de gens souffraient. Ils se suicidaient. Ils mouraient de toutes sortes de maladies évitables. Dans les années 90, il y avait une tendance qui ne nécessitait pas d'être un expert en population démographique pour comprendre. Pendant 5 années consécutives, l'espérance de vie des hommes en Russie diminuait chaque année. C'est presque impossible d'un point de vue statistique et quantitatif, mais la Russie y est parvenue. Je me souviens de cela car à la fin des années 90, j'étais un jeune étudiant en doctorat. Mes directeurs de thèse et mentors m'ont conseillé de ne pas me concentrer sur la Russie. Ils ont été honnêtes avec moi, en disant « Matthew, nous ne savons même pas si la Russie existera dans une génération. Vu les tendances des années 90, elle pourrait ne plus être là. Cela me perturbe. Lorsque vous demandez aux Russes ce que les Américains veulent de la guerre en Ukraine, ils pourraient dire qu'ils veulent que la Russie revienne à l'état dans lequel elle était pendant les années 90 sous la présidence de Yeltsin. Ce serait le pire scénario possible. J'ai un autre point à discuter, qui est l'analyse de Jimmy Dore. Il soutient que le complexe militaro-industriel aux États-Unis est si puissant qu'il peut déclencher des guerres sans fin n'importe où. Le simple fait d'utiliser des munitions et des roquettes pour en vendre davantage a pris le dessus sur le processus politique. Selon cette vision, la guerre devient elle-même l'objectif. Dès qu'un conflit, comme en Afghanistan, se termine, un autre doit commencer. Ce cycle continue à alimenter la machine de guerre. C'était le thème d'une manifestation qui a eu lieu à Washington il y a 2 semaines, une protestation contre la machine de guerre. Voilà la perspective de ces individus. Si votre analyse est exacte, il y aurait au moins un but. Vous comprendriez au moins que, dans votre analyse, la guerre est un outil pour atteindre quelque chose. Cependant, dans leur analyse, la guerre elle-même est l'objectif final. Eh bien, la chose intéressante est que nous discutons de 2 groupes d'acteurs. Ces groupes ont des objectifs différents, mais ils peuvent quand même avancer en parallèle. Je crois qu'il y a des individus agressifs dans les couloirs du pouvoir politique qui aimeraient voir un retour à la Russie des années 90 sous la présidence de Yeltsin. Ils veulent rendre la Russie insignifiante et dépendante de l'aide et des conseils occidentaux. D'un autre côté, le complexe militaro-industriel est assez satisfait.
Ils ont presque épuisé le trésor pour fournir du matériel pour cette guerre. Cependant, ils comprennent qu'ils évoluent dans un environnement aux États-Unis où ils peuvent approcher le Congrès sur K Street, où se trouvent tous les lobbyistes, et présenter leur cas. Nous devons maintenant revenir à la tâche de protéger l'Amérique. Comment protégeons-nous l'Amérique? Nous le faisons en vous demandant, le Congrès, de nous financer par le biais d'allocations budgétaires. Ces fonds sont utilisés pour renouveler tous les systèmes d'armement que vous nous avez fournis. Est-ce correct? Oui, car les États-Unis font face à des menaces sécuritaires importantes. Ces menaces prennent différentes formes, y compris des ballons qui survolent notre pays. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Par conséquent, nous avons besoin de plusieurs centaines de milliards de dollars supplémentaires en missiles pour les abattre. Maintenant, je peux voir votre cynisme. Je m'excuse si je suis allé trop loin. Vous souvenez-vous de la chanson « 99 Luftballons » de Nena des années 90? Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse être considérée comme une prophétie. Exact. Non, je comprends. Nous continuons d'exister dans un système où nous avons tendance à sous-estimer l'importance de l'unipolarité, de l'hégémonie et de la domination. La vérité est que ces éléments jouent toujours un rôle majeur dans notre système. Nous n'utilisons peut-être pas ces mots à la mode aussi fréquemment qu'avant. Nous ne nous sentons peut-être pas à l'aise d'en discuter ouvertement en public. Cependant, il est clair que nous croyons, qu'il soit bénéfique ou préjudiciable, que ce système mondial fonctionne plus efficacement sous un ordre dominant, avec les États-Unis en position d'autorité. C'est notre désir, c'est la direction vers laquelle nous voulons nous diriger. Nous ne voyons aucun concurrent qui pourrait offrir une meilleure alternative. Et cette tendance est susceptible de se poursuivre. Somebody pointed this out that the phrase, Quelqu'un a souligné que les termes « ordre international libéral » et « ordre international fondé sur des règles » qui sont très populaires en Occident, ne font pas partie du droit international. Ces concepts n'existent pas dans le droit international. Il s'agit clairement d'une imposition de normes provenant de l'Occident. Quelqu'un a traduit ces termes, bien que je ne me souvienne pas qui, par ordre international fondé sur des règles, ce qui signifie un monde où l'Occident établit les règles et où tout le monde est censé les suivre. A world in which the West makes the rules and everybody else is ordered to follow. And that's not a bad Ce n'est pas une mauvaise traduction. Je révèle un peu mon âge. C'est difficile à croire que je montre mon âge en citant. Si vous vous souvenez du premier film Pirates des Caraïbes. Oui, La malédiction du Black Pearl. Je l'ai utilisé dans mes cours pour les étudiants lorsque nous discutons de l'ordre, des systèmes basés sur des règles et du droit international. J'ai demandé, vous souvenez-vous de la scène? J'ai demandé s'ils se souvenaient de la scène où Elizabeth crie « Parlait ». Oui, parce qu'elle est allée voir le capitaine Barbossa. Les pirates l'emmènent voir le capitaine Barbossa. Elle croit que parce qu'elle a dit « Parlait », elle peut négocier avec lui. Il l'écoute simplement et fait exactement ce qu'il veut, ce qui est l'opposé de ce qu'elle veut. Elle dit « Attendez, attendez, attendez une minute. Qu'en est-il du code? Qu'en est-il du code ?» Et Barbossa la regarde et dit simplement « Eh bien, tout d'abord, tu n'es pas une pirate. » Le code ne s'applique pas à vous. Deuxièmement, le code ressemble davantage à des lignes directrices. J'ai toujours dit à mes étudiants, sans aucun sens de l'ironie ou du pessimisme, que si vous voulez comprendre le droit international et le système basé sur des règles de l'ordre mondial, vous devriez regarder cette scène. En le faisant, vous comprendrez que le capitaine Barbossa représente les États-Unis. J'utilise cette scène précise et je la modifie pour mes étudiants. C'est vraiment brillant. Cela démontre également le pouvoir des normes et montre que Barbossa ne veut pas être perçu comme quelqu'un qui viole le code. Il dit même que nous devons respecter le code, n'est-ce pas? Tout le monde le fait. La Chine le fait. La Russie le fait. Cela me donne un peu d'espoir pour le code. Cependant, le fait que tout le monde le manipule et le réinterprète pour répondre à ses besoins est préoccupant. Je considère l'ordre international basé sur les règles comme une tentative des États-Unis et de l'Occident de définir la signification du droit international. Je vois la mer de Chine méridionale et la ligne en 9 traits que la Chine a tracée comme leur tentative de dicter comment ce code devrait fonctionner. Ces forces sont en conflit les unes avec les autres. Curieusement, la Russie n'essaie pas vraiment de faire cela. Les Russes tentent de reproduire ce que l'Occident a déjà fait, par exemple, au Kosovo et en Syrie. Ils répètent ce schéma. Ils n'essaient pas d'établir leur propre système. Mais nous sommes en compétition, une compétition de normes. C'est la base d'un nouveau livre fantastique.
Il explore pourquoi il y a un manque de stratégie d'innovation militaire chez les Russes. Ce manque les a impactés négativement. En effet, Matthew, nous manquons de temps. J'apprécie énormément ton temps. Notre conversation était vraiment captivante et j'ai hâte de te parler à nouveau bientôt. Merci beaucoup, Pascal.